Après le transport, eh bien, un autre axe important d'économie d'énergie, eh bien, c'est celui de l'habitat, qui est aujourd'hui très énergivore, je crois que c'est comme ça que l'on dit. Alors pour y remédier, bien évidemment, la réglementation intervient afin d'imposer des nouvelles règles d'isolation notamment. Alors c'est la RT 2012, je crois qu'il doit bientôt intervenir, qui sera même suivi, me semble-t-il, de la RT 2015, qui est encore plus exigeante. Des nouveaux acronymes font régulièrement leurs apparitions. On parle de HQE pour haute qualité environnementale, on parle de BBC pour bâtiments basse consommation, on nous parle également aujourd'hui maintenant de maisons passives. Alors eh bien, je vais demander tout de suite à Grégoire Magnin, qui est architecte spécialisé sur ces questions d'économie d'énergie, de nous rejoindre et de nous aider à nous y retrouver dans cette jungle de normes et de labels. Environnementale, c'est de construire un environnement intérieur confortable et sain, tout en préservant l'environnement extérieur. C'est très important parce qu'il y a les deux volets. Le premier volet, c'est vraiment de dire « je veux que mon bâtiment soit plus confortable que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant et plus sain ». Donc, on parle de confort hygrothermique, mais aussi de confort visuel, de confort acoustique et de confort olfactif. Et puis, qu'il soit plus sain, qu'il y ait moins de risques pour la santé en termes de qualité de l'air et qualité d'eau, notamment. Donc, se lancer dans cette démarche environnementale, c'est déjà faire mieux, et faire mieux pour soi. Hein, un bâtiment qui est plus confortable. Et s'il est plus confortable, vraisemblablement les gens ils vivront mieux, seront peut-être plus productifs, ou en tout cas auront un meilleur niveau de vie. Enfin, donc c'est aller quand même vers du positif. Et c'est une vraie démarche qualité en tant que telle. Et l'autre volet, donc en fait il y a 14 cibles dans la HQE, il y a 7 cibles sur ce dont je viens de parler, et les 7 premières cibles, c'est comment atteindre cet objectif en préservant l'environnement général, c'est-à-dire en étant plus respectueux du site et utiliser les atouts du site en faisant des économies d'énergie, des économies d'eau, en limitant les déchets, en limitant les besoins d'entretien, etc. Donc c'est toute une démarche qui mène à des performances assez intéressantes sur un grand nombre de critères. Alors, si on parle de performance thermique des bâtiments, pur et dur, la moyenne actuelle du parc de bâtiments en France et de logements ont un besoin de chauffage de l'ordre de 200 kWh par an et par mètre carré, c'est-à-dire pour chaque mètre carré, il faut 200 kWh par an pour chauffer à une température normale. Normalement, elle est à 19 degrés, on est généralement un petit peu au-dessus. Mais ça, c'est normal parce qu'on génère de l'inconfort. On a des phénomènes de parois froides ou de courants d'air froid. Et à partir du moment où on a des sensations froides dans un espace, on est obligé de combattre ces sensations froides par une température moyenne plus importante. Alors que si on arrive à faire un bâtiment très uniforme, très bien régulé, on peut être tout à fait en confort à 19 degrés. Donc on y gagne sur plusieurs tableaux. On consomme moins et on est en plus pas obligé de surchauffer. Alors, on est aujourd'hui sous le régime de la réglementation thermique 2005, RT, on appelle ça dans notre jargon, donc RT 2005, où aujourd'hui on nous demande, alors j'ai fait simple parce qu'il y a des énergies primaires, des énergies finales, etc. Mais on nous demande, grosso modo, 80 kWh par an et par mètre carré. C'est déjà quand même beaucoup mieux que les 200 du parc moyen. Mais on a la RT 2012 qui arrive à grands pas, puisqu'elle arrive normalement au 1er janvier 2013, et qui demande 15 à 20 kWh par an et par mètre carré. Donc là, c'est une véritable révolution parce qu'il faut diviser par 4 à 5 les consommations des bâtiments neufs. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour tout bâtiment non résidentiel, c'est-à-dire pour tout immobilier d'entreprise, elle n'est pas applicable au 1er janvier 2013, mais au 28 octobre 2011. Voilà, c'est-à-dire, c'est à la fin de l'année. Tout projet qui commence à se concevoir aujourd'hui aura un permis de construire qui sera postérieur à cette date, vraisemblablement, et sera obligé de respecter cette réglementation. Alors, c'est une bonne nouvelle pour la planète, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde, a priori, parce qu'on peut se dire, voilà, c'est beaucoup plus de contraintes, parce qu'il faut être 5 à 6 fois plus performant. Et puis, on parle là, bien sûr, de bâtiments basse consommation, BBC, c'est un vocable qu'on va retrouver, qui est très franco-français aussi, puisque voilà, on a une réglementation thermique française qui est applicable en France. On l'applique.
Et on s'oriente vers 2020 pour des bâtiments dits positifs. On parlera de BIPOS, bâtiments à énergie positive, qui seront des bâtiments toujours très économes, donc basse consommation, mais même allant un petit peu plus loin, qui devront être en fait des bâtiments passifs, c'est-à-dire qu'au-delà du basse consommation, on peut encore agir sur un facteur qui est le facteur d'étanchéité à l'air. Puisqu'en fait, on a des déperditions par transfert de chaleur à travers les parois et on a également des déperditions par des fuites d'air dans un sens ou dans un autre à travers les parois. Donc, dans le BBC, on va surtout jouer sur l'aspect transfert de chaleur à travers la paroi, donc on va améliorer la performance, on va rajouter des couches de vêtements, si vous voulez, et après, pour arriver au bâtiment positif, on va travailler sur l'étanchéité à l'air dans l'autre, c'est-à-dire qu'on va éviter que nos vêtements aient des trous. Voilà, parce que mettre des couches avec des trous, c'est pas très intelligent. Donc, bon, on améliore ça, mais on le fait progressivement, parce qu'il faut que les entreprises puissent se former, enfin que toute la filière du bâtiment puisse se former à ces nouvelles techniques. Et les bâtiments à énergie positive seront en fait des bâtiments très performants. On parle du standard de bâtiment passif, qui est un standard qu'on trouve en Allemagne, en Autriche, à un certain nombre d'endroits, que le BBC a repris pour partie. Et ces bâtiments passifs seront en plus dotés d'équipements de production d'énergie. Par exemple, des capteurs photovoltaïques ou de la cogénération, enfin, un certain nombre de choses qui permettront de produire de l'énergie d'une façon supérieure à celle qui sera consommée par le bâtiment, et du coup on sera sur un bâtiment dit positif. Voilà. Alors, quelques petits exemples pour illustrer ça. Ça c'est assez vieux, c'est nos locaux qu'on a construits en 2003, donc on est 3 entreprises dedans, et on était sur une opération d'utilisation rationnelle de l'énergie. C'est 2003, c'est récent, mais c'est en même temps très vieux parce que ça a terriblement évolué en termes de techniques constructives. Aujourd'hui, les techniques qu'on a utilisées à l'époque, qui étaient déjà un petit peu novatrices, ont totalement changé et on a des performances 3 à 4 fois supérieures avec les mêmes matériaux, mais que l'on peut mettre en œuvre aujourd'hui. Donc, ça, c'était dans la réflexion, c'était déjà quelque chose de démonstratif. On est producteur d'énergie électrique vendue à EDF. Donc, on a montré un certain nombre de choses là-dessus. Mais ce sera à refaire, on serait bien meilleur, évidemment, puisque ça a terriblement évolué depuis. Des petites choses très sobres, permis qu'on a déposé récemment pour l'ADMR à Césaria, leur bureau, une micro-crèche de 150 m², c'est un petit bâtiment, mais le souhait, c'est d'être passif. Donc un petit bâtiment passif, c'est associatif, ils n'ont pas beaucoup de sous, mais vraisemblablement, on va y arriver, parce qu'on arrive à des techniques quand même assez simples aujourd'hui pour répondre à ces objectifs. D'autres choses dans le logement, donc Pierre, on est sur la communauté. On a livré l'année dernière 2 petites maisons BBC certifiées, les premières certifiées pour Bourg Habitat. Et on a fait des tests d'étanchéité à l'air sur ces maisons et on était sur des niveaux de maisons passives. C'est-à-dire que, pour faire simple, BBC vous demande un niveau d'étanchéité à l'air inférieur à une valeur qui est de 0,6, et bien on était à 0,12. Quand même 5 fois meilleur du niveau des bâtiments passifs. Ça veut dire qu'on sait déjà pratiquement travailler sur des bâtiments de la réglementation de 2020. Autre chose, donc même technique, mais on la duplique sur 40 logements à Montagnat, toujours avec Bourg Habitat. On est en technique maçonnée sur ces 2 opérations, en filière maçonnée. Là, une autre opération également, 15 logements en ossature bois cette fois, certifié BBC, ça sera livré cet été, avec production eau chaude solaire. Et là, on est vraiment sur un fonctionnement passif des logements, puisque le chauffage est assuré uniquement par le vecteur de l'air. Dans une maison passive, souvent on dit que d'une part il y a la performance, mais ensuite on est tellement performant qu'on n'a plus besoin de système de chauffage conventionnel, de radiateurs, de planchers chauffants. Et là, c'est le cas sur ces bâtiments. Donc on est en filière ossature bois. Donc filière bois, filière maçonnée, on sait faire dans les différents cas. Ça, vous l'avez vu dans le petit film avant, c'est 3 logements passifs à Chaveria. Là, l'objectif, c'est d'être passif certifié, c'est à livrer en fin d'année, donc on est vraiment, c'est actuel. Et là, on a des résultats d'étanchéité à l'air de 0,06, c'est pas une erreur, c'est 10 fois mieux que ce qu'on nous demande. Donc on sait le faire aujourd'hui avec des entreprises locales,
avec des maîtres d'ouvrage locaux. Voilà, donc c'est ma conclusion. On sait concevoir ce type de bâtiment aux exigences de demain c'est octobre, mais également d'après-demain, c'est-à-dire 2015-2020. Les entreprises du bâtiment s'y mettent et s'y mettent avec succès, parce que c'est vrai que quand on leur présente un projet comme ça, ils se grattent un petit peu la tête en disant bon, on n'a encore pas bien fait, on en a entendu parler, on ne sait pas comment on va faire, mais ils y arrivent parce qu'on fait des tests. C'est le gros avantage dans le BBC, c'est qu'on fait des tests d'étanchéité à l'air et qu'on contrôle ce qu'on fait. Et on contrôle en cours de chantier, et c'est très didactique pour les entreprises parce qu'ils se rendent compte des points de problème, ce qui ne se faisait jamais avant. Ils savaient qu'il y avait peut-être des problèmes, mais on ne contrôlait pas forcément. Maintenant, on le contrôle, on met des ventilateurs, on aspire, on met de la fumée, on voit par où ça passe et on corrige. Donc, ils se corrigent, mais surtout, ils ne refont pas l'erreur après. C'est l'avantage sur des opérations répétitives, c'est que les erreurs des premières maisons, on les supprime d'emblée sur les suivantes. Donc, les entreprises du bâtiment s'y mettent, avec succès, elles savent faire, mais la question, c'est est-ce qu'il faut se contenter de respecter les contraintes réglementaires ou bien d'anticiper les contraintes futures. Et ça, c'est le problème, c'est le débat entre le BBC ou le passif ou le bâtiment à énergie positive. Aujourd'hui, quand on s'engage dans un projet immobilier, il faut savoir sur quelle durée on s'engage, et si on ne risque pas à être juste dans le respect de la règle, à devoir dans 5 ans ou dans 10 ans remettre une couche pour améliorer. Sachant que aujourd'hui, mettre 5 ou 10 cm d'isolant en plus, ça ne coûte pas beaucoup plus. Et donc on a vraiment intérêt à d'emblée investir dans le bâti, dans l'enveloppe, dans sa qualité. C'est une économie sur les travaux d'amélioration, c'est une économie sur les charges, parce que tout ce qui est gagné, le meilleur kilowattheure, c'est celui qui n'est pas consommé. Évidemment, c'est celui qu'on ne paye pas, c'est celui qui ne pollue pas. Donc c'est simple de le faire, il suffit d'isoler. En plus, bon, on peut faire une conception bioclimatique parce qu'on a dans nos régions des avantages d'avoir des vents qui sont bien combinés avec le soleil, donc c'est assez facile de faire du bioclimatisme. Et puis on fait un respect de l'environnement, ce qui est quand même assez, on va dire élémentaire, donc il va le devenir, et en plus on a une démarche citoyenne qui est volontaire. Donc dans la démarche, c'est vraiment gagnant à tous les niveaux. Ça coûte un petit peu plus cher peut-être à financer, mais on se retrouve sur les charges, et finalement, pour le même couple loyer plus charge, on se retrouve avec un patrimoine qui est supérieur. On en donne un petit peu moins à EDF, à Gazprom, etc. Mais voilà, donc on sait faire, on y arrive, ça tombe, c'est demain, hein, mais